Bonjour à tous. Alors, on s'installe, mais voilà, je disais juste tout à l'heure que nous avions un très grand froid ici au Havre, comme dans beaucoup d'autres lieux de France, j'imagine, mais il fait particulièrement froid. Mais voilà, on arrive doucement, on veut quand même tenir à peu près notre agenda, si possible, le plus près possible, parce que je vous rappelle que nos universités sont retransmises en streaming et je sais qu'un certain nombre d'entre vous que je ne vois pas dans la salle sont présents à distance et nous regardent, j'espère pour la plupart depuis chez vous et en tout cas de façon confortable, avec un programme aujourd'hui qui sera un démarrage puisque ces universités auront lieu également demain avec plus d'invités. Mais aujourd'hui, c'est un échauffement que j'ai plaisir à lancer parce que, en fait, ces universités sur la transition énergétique maritime fêtent leur 5e édition déjà. Donc, on s'est intéressé à ce sujet depuis 2017. Et c'était un sujet qui n'était pas forcément encore trop en vogue ou trop regardé. Et pour cause, la mer est toujours un sujet de grandes interrogations en France. Je vais y revenir dans un instant. Avant d'introduire ces 2 jours d'université ici au Havre, je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont rendu possible le fait de tenir cet événement ici dans la CCI, dans les locaux de la CCI, au bord d'un si beau... je ne vais pas vous dire un fleuve, mais en tout cas, je me fais engueuler par les personnes au premier rang. Mais en tout cas, si bel aménagement des rives, parce que c'est vraiment très très beau ce qui a été fait ici au Havre. Et donc, on voudrait un petit peu reprendre quelques propos d'introduction sur ce programme qu'on a choisi pour vous et avec ce titre un peu qui a vocation à interpeller sur le paradoxe de l'économie bleue en France. Est-ce que nous sommes dans une impasse finalement ou est-ce qu'il s'annonce un océan d'opportunités? Et donc, je voulais revoir avec vous un certain nombre d'éléments. La première chose, c'est que, bien sûr, si on se pose la question de cette façon-là, c'est certainement une façon, bien sûr, de poser un paradoxe sur lequel je vais revenir un peu plus en détail dans un instant, mais aussi peut-être pour nous rappeler de ce qu'avait l'habitude de dire Einstein. J'aime beaucoup ce grand scientifique qui finalement nous disait est-ce qu'on peut régler les problèmes, où il affirmait d'ailleurs l'inverse en disant on ne peut pas régler les problèmes au même niveau de conscience que celui auquel on était lorsque nous les avons créés. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand on aborde finalement la question de l'économie bleue, eh bien, on se retrouve face probablement à de nouvelles frontières, en tout cas pour notre pays, et on aura l'occasion d'avoir des illustrations avec les tables rondes que nous allons organiser et que nous allons avoir l'occasion de découvrir ensemble tout au long de ces 2 journées. Alors, la première chose que je souhaitais peut-être en préambule dire, c'est que finalement, l'économie bleue, il n'y a pas une seule définition encore aujourd'hui. On a, déjà, c'est quelque chose d'assez récent. Le concept a été inventé en 2009-2010 par l'entrepreneur belge Gunther Pauli. Et donc, on se disait, voilà, ça se veut, cette économie bleue non polluante, créatrice d'emplois, de cohésion sociale, de valeur. Là, il vient de sortir un nouveau bouquin qui parle de l'économie bleue 3.0. Et puis, on va trouver au fil des définitions
différents types d'activités économiques qui sont liées à ces grands écosystèmes, que forment les océans, les mers, les côtes. Donc en France, on va avoir Bertrand Blancheton, j'espère on aura à une prochaine fois, qui va évidemment inclure dans l'économie bleue tout un tas de sujets, le tourisme littoral, le produit de la mer, le transport maritime, la construction navale, la production d'énergie marine, les services parapétroliers et gaziers offshore, la gestion des câbles sous-marins, l'extraction des matériaux marins ou encore les assurances et services bancaires maritimes. Donc, pour poser le sujet, je trouve qu'il a émis une des définitions les plus complètes, mais on voit que si on prend la définition de la Banque mondiale, on va se parler de l'utilisation durable des ressources océaniques en faveur de la croissance économique, de l'amélioration des revenus et des emplois et de la santé. On commence à introduire cette idée des écosystèmes océaniques. L'Union européenne, elle, va englober dans l'économie bleue tous les secteurs et les industries liés aux océans, aux mers et aux côtes, qui relèvent du milieu marin, donc comme le transport maritime, la fourniture de produits de mer ou la production d'énergie, ou du milieu terrestre, donc les ports, on est au cœur du sujet, les chantiers navals ou les infrastructures côtières. Et puis pour l'Afrique, on va avoir une économie bleue qui inclut tout ce qui va être étendue d'eau, rives, et on va parler d'océans, de mers, de côtes, de lacs, de cours d'eau ou de nappes souterraines. Donc on voit qu'on est encore dans une matière où on ne peut pas se dire que l'idée soit posée hyper claire. On commence à avoir un bon aperçu, mais il y a encore plusieurs dimensions dans cette idée d'économie bleue. Ce qui est certain, c'est que on a l'ODD, donc les fameux objectifs du développement durable de l'ONU à 2030, qui reprennent certaines de ces activités dans les différents ODD. Je ne les ai pas repris en détail. Il y en a un en particulier dont on parle certainement un peu plus aujourd'hui qu'hier et sans doute moins que demain, qui est l'ODD 14, qui ne parle pas d'économie bleue, mais parle de life below water et laisse peut-être un peu ouvert ce qui peut se passer au-dessus de la mer. Et on verra que quand on parle de port, quand on parle de transport, on a aussi à inclure ce sujet. Et donc là, spécifiquement, ce 14e objectif de développement durable de l'ONU, lui vise à une gestion plus durable des ressources via la préservation de 10% des zones maritimes et côtières, donc la lutte contre la surpêche ou la pêche illicite, bien sûr, et puis l'accélération des recherches scientifiques et du transfert de techniques pour renforcer la résilience des écosystèmes et réduire au maximum l'acidification des océans. Et je crois que c'était intéressant de démarrer avec ces réflexions parce qu'il se trouve que depuis peu, eh bien, cette économie bleue, elle se retrouve au cœur du pacte vert de l'Union européenne. Et vous savez que chez E5T, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, parce que ceux qui sont là et que je salue plus spécifiquement et qui nous suivent depuis longtemps, E5T, c'est le sigle pour énergie au pluriel, efficacité énergétique, environnement, économie et territoire. Donc on est au cœur de ce que peut signifier ce pacte vert, avec bien sûr au cœur de ce pacte vert cette économie bleue qui, elle, par l'Union européenne qui a creusé un peu ces sujets, clairement inclut 5 grands secteurs: l'aquaculture, le tourisme côtier, y compris la croisière et la plaisance, les biotechnologies marines, les énergies marines et l'exploitation minière des fonds marins. Et donc, finalement, quand on s'interroge un petit peu et qu'on joue un peu la prise de hauteur et qu'on regarde la planète bleue comme une orange d'un peu plus haut, ben on s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard. Et comment a-t-on pu autant tarder? On se rappelle ce qu'on sait tous, puisqu'on l'apprend très jeune, que l'eau, c'est quand même 3/4 de la surface de la Terre. Enfin, on redécouvre certains paramètres. 97% de l'eau de la Terre représente 99% des espaces de vie disponibles. Et récemment, je lisais
Aurélie Bauduin, la directrice de la recherche ISR chez Merschmet AM, qui disait « Si les océans étaient un pays, leur produit national brut se situerait à la 7e place des nations à 2500 milliards de richesses créées chaque année, et en plus avec 200 000 espèces identifiées, mais on sait que aujourd'hui, on est très très loin du compte puisqu'on a des estimations qui nous disent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 100 millions d'espèces marines existantes. Donc on s'aperçoit que finalement, c'est un univers que l'on commence à peine à explorer. Et on commence à peine à l'explorer. Vous voyez, on a exploré à peu près, ça c'est les informations les plus récentes que j'ai pu trouver, 2% des fonds océaniques. Parce que bien sûr, alors je crois que parfois on a besoin de se rappeler des choses aussi simples que celles-ci. Eh bien, ce n'est pas facile, puisque les conditions de vie dans les profondeurs des océans sont extrêmes. Je rappelle que passé 500 mètres, la lumière ne passe plus, en tout cas celle perceptible pour l'œil humain. Il y a peu de nourriture, on a des températures glaciales avant d'arriver très profond et d'avoir quelques réchauffements. Pourtant, la vie se développe dans ces conditions extrêmes. Alors j'ai trouvé toute une série d'espèces qui ont attiré mon attention. Il y a le calamar porcelé. On voit vraiment tout un tas d'exemples, et encore on en connaît peu, comme je vous le disais. Et on a, bien sûr, on le sait, énormément de richesses minérales, et pourtant on sait, et d'où l'idée de la santé, qu'il y a des personnes qui auront l'occasion de s'exprimer là-dessus, que c'est un univers déjà pollué, puisqu'on a retrouvé même au fond de la fosse Marianne, qui est une des plus profondes identifiées, un sac plastique, et on retrouve dans la mer malheureusement énormément de déchets plastiques. On y reviendra pendant ces universités. Alors, quand on parle d'eau sous forme de glace, là on est à la surface, on part vers l'Arctique. Dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer Mike Horn, qui racontait qu'il avait fait sa première traversée en 2006, et il marchait avec ses skis, et puis on devait le récupérer avec un avion où étaient, raconte-t-il, sa femme et ses 2 filles, et donc il mesurait précisément l'épaisseur de la glace, et il disait lui-même là où j'avais mesuré 2,50 m de profondeur pour que l'avion puisse atterrir. En 2019, donc vous voyez, 13 ans plus tard, au même endroit, nous étions à 8 cm. Il a refait la traversée, il était à genoux sur une espèce de kayak en avançant toute la journée, puisque l'épaisseur de la glace ne lui permettait pas de refaire cette traversée dans les conditions qu'il avait eues en 2006. Et donc, tout cela nous fait au moins 7 bonnes raisons de nous préoccuper, sans doute de plus en plus, de cette transition énergétique et écologique dans le domaine maritime, et plus généralement de l'économie bleue. Même sur E5T, on reste assez centré sur les questions de transition énergétique, écologique et de neutralité carbone. Et donc, parmi ces raisons, les 7 que j'ai trouvées, d'abord, c'est une source de croissance économique. Donc, je parlais d'économie tout à l'heure. C'est un vecteur privilégié d'approvisionnement en nourriture, à un moment où on se dit comment va-t-on nourrir de plus en plus d'êtres humains sur la planète? On doit manger moins de viande. Est-ce qu'on peut manger plus de poissons? Ce n'est pas sûr non plus. Évidemment, c'est des lieux qui deviennent premières victimes des menaces climatiques, dont la pollution, mais également des érosions côtières, etc., mais aussi des vecteurs de bien-être, puisque 50% des populations aujourd'hui vivent assez proches, à moins de 5 km des zones côtières. Évidemment, ressources clés dans le transport maritime. Je vois François Soulet de Brugière qui connaît très très bien ces sujets, et on aura l'occasion d'y revenir avec lui, et de plus en plus prisé par l'industrie touristique, avec tout un tas d'innovations en la matière, des bateaux à l'hydrogène ou des bateaux électriques. On me disait récemment, j'ai un ami qui était parti à l'Antarctique sur un bateau électrique. Et puis, évidemment, des perspectives en matière de production d'énergie renouvelable, à l'heure où on s'intéresse de plus en plus
à la façon de diversifier les mix énergétiques. Et puis, bien sûr, on a la question des biotechnologies, mais surtout, on sait l'importance, on connaît de plus en plus aujourd'hui l'importance de la captation de CO2, donc de ce puits de carbone naturel que sont les océans, mais qui se saturent, puisqu'évidemment, quand le taux de CO2 augmente, on a une acidification. Il suffit de regarder sur les bouteilles d'eau minérale gazeuse le pH et on comprend tout de suite qu'il est plus bas, donc plus acide que quand on boit de l'eau gazeuse que quand on boit de l'eau plate. Et bien sûr, le sujet nous intéresse d'autant plus que pour notre pays, eh bien, on est quand même à une place d'exception. On l'oublie souvent, mais la France est le deuxième domaine maritime mondial, avec plus de 22 860 km de frontières maritimes, avec 30 États, c'est plus que tous les autres pays dans le monde. On arrive juste après les États-Unis et avant l'Australie ou la Russie, et on a une zone économique exclusive, une ZEE, qui recouvre 11 millions de kilomètres carrés sur les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Et sur nos propres côtes, on est aujourd'hui ici, riveraine de la Manche, la mer du Nord, de la Méditerranée. Donc, énormément d'enjeux pour notre pays qui, en même temps, a la première position quant à son domaine sous-maritime au monde, avec évidemment toutes les zones qui vont figurer autour des îles Kerguelen, en passant par l'archipel des Crozet, ou Clipperton, ou la Polynésie, ou Saint-Pierre-et-Miquelon, ou encore les Antilles, pour n'en citer que quelques-unes. Et pourtant, c'est de façon assez récurrente, de façon assez traditionnelle, un potentiel que nous sous-estimons largement à tous les points de vue que je viens de citer pour notre économie dans notre pays. Alors, je répète souvent cette phrase parce qu'elle est très emblématique et ça sera aussi, permettez-moi, un hommage à Éric Tabarly qui avait une grande conscience de ces enjeux et qui a laissé sa vie dans cette grande bleue, puisqu'il disait, il avait pour habitude de dire quelque chose qui illustre beaucoup le phénomène avec la mer, c'est cette phrase désormais très connue, la mer c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils regardent la plage, ou repris par quelqu'un qui est cher au cœur du Havre, qui est bien sûr Jacques Attali, qui a écrit Histoire de la mer, et où on explique que tous les pays continentaux ont une obsession maritime, sauf nous, la France, où on a même décidé, quand on a créé le port du Havre, François Ier, d'avoir un premier grand chantier naval, mais avec un petit problème, puisque le Collège royal de la marine était à Angoulême. Je crois que François, tu connais tout ça par cœur, à 100 km des côtes. Et il nous interpelle en nous disant, dès 2017, il l'a dit plus tôt d'ailleurs, ben écoutez, voilà, 60% de la population mondiale vit à moins de 150 km d'une mer, d'un océan, contre 30% un siècle plus tôt. La majeure partie des marchandises transitent par les flots, les fonds marins regorgent de trésors économiques, mais les 5 plus grands ports de la planète sont en Asie. Et donc, nous, la France, pourtant l'un des pays au monde les mieux dotés en la matière, nous paraissons négliger ce formidable Eldorado bleu qu'on a devant les yeux. Et pourtant, les choses changent, puisque le président Macron faisait un discours en décembre, pas cette année, l'année d'avant, à Montpellier, où il expliquait que la vision maritime que la France doit développer se doit d'être claire, avec des actions dont on mesurera sans doute les impacts et on aura l'occasion d'en discuter. Et une de ces actions, ce n'est pas la seule, c'est probablement l'idée d'avoir ce grand port maritime Paris-Rouen-Le Havre qui s'est rebaptisé Aropa depuis juin 2021. Donc je crois que c'est un élément majeur dans la stratégie de transformation. Malheureusement, dans le contexte, c'est pas ce que j'aime le plus à rappeler, mais enfin, la vie est ce qu'elle est, de guerre actuelle, la première marine européenne et la 7e marine, le 7e rang mondial en termes de marine
militaire par le tonnage. Donc, on peut espérer que, même si, je vais y revenir dans un instant, on se pose beaucoup de questions sur cette économie bleue, la France y trouve dans ce devenir de nouvelles lettres de noblesse. Et pourquoi je dis même si? Parce qu'il est évident que lorsqu'on commence à réfléchir à cette économie bleue, bon, on n'a pas envie de reproduire en la matière les mêmes types d'erreurs qui nous ont amenés aujourd'hui à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, et donc à y réfléchir, autant le faire en prenant en compte ce que signifierait le manque d'attention aux externalités négatives qui est déjà présent et constaté, puisqu'on voit que les niveaux d'acidité des océans ont augmenté de plus de 26% depuis le début de la révolution industrielle. Les eaux côtières et donc les écosystèmes côtiers évidemment s'altèrent aussi en raison de la pollution et de l'eutrophisation, donc ce manque de cet appauvrissement de biodiversité quelque part à cause de l'appauvrissement en oxygène. Et donc un vrai sujet qui se pose sur la façon de gérer au mieux ces écosystèmes marins, mais on verra aussi qu'il y a plein d'idées pour faire face, j'ai toujours l'habitude de dire, problème bien posé à demi résolu pour faire face à ces questions. Évidemment, l'idée de veiller à avoir une pêche plus responsable, ce n'est pas forcément facile non plus. Et donc, on se rend compte que penser l'économie bleue passe obligatoirement par l'idée et l'attention et le fait de veiller à avoir des mers en bonne santé et évidemment de gérer de façon durable, responsable, de la meilleure façon possible les ressources. Ce qui m'amène à vous dire, à reprendre les mots de Frans Timmermans qui, en évoquant le sujet de l'économie bleue, dit bien pour que l'avenir soit réellement vert, nous devons aussi le voir en bleu, avec cette condition préalable qui doit être portée à la santé des océans au sens large pour pouvoir gérer responsablement cette économie bleue. Donc, je terminerai mon propos en vous disant qu'il est clair, me semble-t-il, aujourd'hui, que l'économie bleue sera verte ou ne sera pas, et que donc on ne peut pas imaginer d'exploiter toutes ces richesses et de répondre à toutes les questions et à tous l'océan d'opportunités qui s'offre à nous sans prendre en compte cette question. Alors, est-ce que le fait de prendre en compte cette question sera paralysant ou est-ce qu'on saura réconcilier, d'où le mot paradoxe que nous avons utilisé, le fait de pouvoir capitaliser sur cette richesse que représentent ces écosystèmes marins au sens et en même temps éviter le plus possible les externalités négatives, que ce soit par les nouveaux carburants, que ce soit évidemment en réfléchissant à ce que doivent être les ports, en regardant et en monitorant finalement comment le changement climatique impacte ces écosystèmes maritimes et fluviaux, évidemment directement connectés, la question de la montée des eaux, et donc comment relever ce défi du changement climatique au niveau des infrastructures portuaires et pluviales. Quels sont les meilleurs mix énergétiques? Est-ce qu'il y a de la place pour l'efficacité énergétique? Comment les ports se réinventent pour répondre à ce défi de la neutralité carbone et l'exporter au-delà de ces infrastructures qu'ils représentent dans le transport international et vers les grands océans, les grands horizons? Est-ce qu'on a des nouvelles technologies environnementales et est-ce qu'on a des possibilités de financement ou est-ce qu'on est sous-investi en général ou est-ce qu'on est sous-investi en France? Est-ce que le niveau d'investissement est suffisant? Et comment les acteurs économiques finalement souhaitent s'impliquer dans ces enjeux ou s'impliquent-ils à notre connaissance aujourd'hui? Est-ce que des questions
est-ce qu'on peut apprendre du paradoxe de l'acceptabilité des énergies renouvelables et notamment celui de l'éolien en mer, les fameux éoliens offshore où on a du mal à trouver une position définitive, mais pas que, pourquoi pas l'énergie des vagues, on sait qu'il y a des énergies bleues, mais c'est intéressant d'avoir un cas particulier qui en France fait beaucoup de buzz pour reprendre le langage des jeunes sur l'éolien offshore. Et puis, comment finalement cohabitent les différents acteurs, les riverains, les commerces, l'industrie, les écoles, les activités touristiques, comment s'interfacent-ils entre eux? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on a des suggestions avant de s'orienter vers cette idée nouvelle qui est le carbone bleu avec la traçabilité et les certifications, puisqu'on s'oriente vers une économie où le carbone acquiert finalement, directement ou indirectement, une valeur qu'il n'avait pas. Donc, on ne prétend pas répondre à tous les défis, à toutes les questions que pose ce vaste sujet de l'économie bleue, mais probablement, en interrogeant des experts, en posant les questions, souhaite-t-on et pourra-t-on jouer un rôle, apporter un petit grain de sable à l'édifice de cette vaste réflexion pour en faire un champ des possibles et pourquoi pas une pierre angulaire de la décarbonation ou de cette nouvelle économie ou de ce nouveau paradigme éco-énergétique dont j'aime beaucoup parler. Donc voilà un petit peu pour une introduction un peu large. Pardon si j'ai repris des choses qui étaient évidentes et que l'on connaissait déjà, mais il m'a semblé important de se poser un petit peu sur des choses qui parfois paraissent simples, mais qui permettent de recadrer les problématiques. Et sur ces mots, et avant de céder la parole aux experts de notre première table, je vous souhaite à tous d'excellentes universités d'hiver, puisque vous avez vu qu'aujourd'hui, avec les 4 saisons, on a 4 universités, donc on est dans nos universités d'hiver, avec la température, on avait tous remarqué, dans une course contre la montre, à mener ensemble. Et un grand merci à tous pour vos contributions et pour votre attention. Bonnes universités à tous.